Bonjour à tous, bonjour et merci à BPI France et à Big Media pour l'invitation. Aujourd'hui, on est sur un plateau dédié à comment on peut repenser l'écologie avec les nouveaux imaginaires. Je vais commencer par un petit tour de table. L'idée, ça va être en tout cas, pendant cet échange, de s'intéresser à plusieurs choses. Déjà, peut-être redéfinir ce que c'est qu'un imaginaire, un nouvel imaginaire ou un nouveau récit. On va voir que les définitions sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde. On va se demander justement quelles sont les recettes, comment on peut mettre en place ces nouveaux imaginaires. Et puis en plus, on va voir après comment tout ça peut infuser l'économie. On est quand même chez BPI France aujourd'hui. Et puis voir aussi pourquoi c'est important dans l'époque. Peut-être pour un petit tour de table, je me présente déjà. Moi, je suis Milly Servant, je suis rédactrice en chef du média Climax, qui est dédié à l'écologie lui aussi, et qui fait un pas de côté, justement, qui explore en partie ces nouveaux imaginaires. Autour de la table, j'ai 3 personnes. Magali Payen, vous avez fondé le mouvement de mobilisation citoyenne On est prêt, et dans la foulée, peu de temps après, le Imagine 2050 qui justement vise à créer des nouveaux récits qui infusent la société et qui créent de la désirabilité aussi autour des projets d'avenir. Bonjour. Olivier Covaux, vous avez fondé le label à impact positif Mangrove Music qui justement a, dites-moi si je me trompe, mais 2 axes. L'idée, c'est de faire des nouveaux récits sonores. On verra ce que c'est un peu plus tard dans nos échanges. Et aussi à faire bouger l'industrie musicale. Et bonjour. Enfin, Camille Richard, vous avez travaillé dans plusieurs secteurs, chez Suez, dans le secteur municipal, dans l'agroalimentaire. Plus récemment, vous avez été à la direction du développement durable chez Back Market. Et aujourd'hui, vous travaillez dans la société d'investissement Alter Equity. Et l'idée, c'est de justement voir comment on peut faire rayonner ces enjeux écologiques dans le business et comment justement les nouveaux imaginaires peuvent aussi y contribuer. Bonjour tout le monde. Peut-être pour commencer, justement une petite phase de définition. Qu'est-ce qu'on entend par nouveaux imaginaires? Je sais que vous n'avez pas forcément tous la même définition. Peut-être pour commencer avec vous, Magali Payen. C'est vrai que sur le site d'Imagine 2050, il est écrit, il y a vraiment le terme nouveaux imaginaires. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce que ça sous-tend? Oui, alors moi je suis très très concrète, donc je ne vais pas me perdre dans des considérations trop théoriques et philosophiques. En fait, moi ce qui m'intéresse très concrètement, c'est comment on peut continuer à habiter cette planète et donc de répondre à cette question. Et pour ça, en fait, il y a vraiment urgence à déconstruire en fait nos grands mythes de société et à les refonder en fait au regard des lois du vivant. Donc plus concrètement, nos grands mythes de société, ce sont l'économie, la justice, la manière dont on fait société très largement au sein d'États, de sociétés. Et bien là, l'enjeu, ça va être de regarder ce qui est encore pertinent là-dedans pour les adapter aux lois du vivant. Donc les lois du vivant, c'est celles avec lesquelles on ne peut pas transiger et qu'on appelle autrement les frontières planétaires, par exemple. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur la théorie du donut de Kate Raworth, qui est donc c'est le donut américain, donc le beignet avec à l'extérieur du beignet les 9 frontières planétaires et à l'intérieur du beignet le plancher social nécessaire pour vivre dignement. Et en fait, cette théorie, elle nous invite à penser de manière très systémique les enjeux. Et avec Imagine 2050, on s'est interrogé sur ce que pouvaient être ces nouveaux récits, à savoir ces nouveaux projets de société à proposer et qui pouvaient générer de l'adhésion. Et donc, une des réponses qu'on a trouvées, en plus de celle de la théorie du donut, c'est quand on a étudié effectivement 15 récits prospectifs issus de 10 scénarios. Et donc, on a regardé quels étaient les points communs entre tous ces récits de société et ce qui faisait consensus entre ces experts. Et en fait, il y a 3 grands scénarios qui se sont dégagés. Le scénario du business as usual, on continue comme après la Seconde Guerre mondiale, on consomme à tout va. La technologie peut nous sauver, qui est un scénario qui est en train de prendre le pas en ce moment avec tous les délires autour de l'intelligence artificielle. Et le 3e scénario qui est celui de la sobriété, autrement appelé les nouvelles abondances. Eh bien, sans grande surprise, les 2 premiers scénarios ne fonctionnent pas, il n'y a pas consensus des experts autour de cela. Et donc, il y a un énorme enjeu pour le cinéma, les industries créatives et culturelles, pour les entreprises, pour les politiques, justement, à nous faire désirer, à nous montrer à quoi pourrait ressembler une société plus sobre, qui générerait de nouvelles abondances et dans laquelle on serait plus heureux. C'est intéressant ce concept de nouvelle abondance. C'est vrai qu'on entend beaucoup sobriété et que ça hérisse le poil de certains, à tort ou à raison, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant aussi de prendre des nouvelles images comme ça. Ouais. Exactement. Olivier, vous parlez pas forcément de nouveaux imaginaires, mais vous aimez peut-être un peu plus parler de contre-récits. Enfin, en tout cas, vous faites la nuance entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le... Alors, j'oppose absolument pas l'un à l'autre. Hein. En fait,
Et les nouvelles abondances, d'ailleurs, c'est une théorie qui est développée par Morisot, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de concret, c'est une nouvelle abondance, une nouvelle façon de voir le monde. Alors, moi, pour commencer, il y a une... Ça colle plus ton... Pour commencer, donc ça c'est bon. Pour commencer, je vais citer une petite chose que dit Damasio dans un de ses livres. Il dit nos imaginaires modernes affrontent des imaginaires. Ça rejoint un peu ton scénario numéro 2. Et en fait, depuis les mythes fondateurs de nos sociétés modernes, nous avons, me semble-t-il, vécu une algorithmisation de la pensée. C'est-à-dire, en fait, un peu comme un algorithme de Netflix, on tourne en rond sur des pensées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal à penser le monde autrement que comme celui qui a été normalisé dans le monde dans lequel on est. On a voulu, en tout cas, on a voulu nous faire croire que nature et culture étaient séparées, esprit et corps humain et non humain. C'est ce que j'appellerais le mythe de la grande séparation. Ça, c'est un mythe qui existe aujourd'hui. Or, ce mythe n'existe pas. Nous ne faisons qu'un avec le monde et la crise que nous vivons en ce moment est une crise de l'interrelation, me semble-t-il. C'est-à-dire, en fait, on est reliés, tous interreliés, et on a du mal à se relier parce qu'on nous a expliqué depuis le plus jeune âge, depuis des générations, qu'on était séparés. De la même façon, on a pensé que la compétition est un mode de fonctionnement normal, alors que si l'on regarde comment fonctionne le vivant, c'est la coopération qui permet la survie des espèces. Et un certain respect de l'espace dans lequel nous vivons, qui, pour le coup, est un espace nourricier dont nous dépendons tous. Alors, dans ce contexte, on a du mal à imaginer le monde dans lequel nous aimerions vivre, mais ce monde, il existe déjà. En fait, on est dedans. Et il est déjà là. En fait. Il est déjà là. C'est pour ça que je parle de contre-récits. C'est le nôtre. Et les contre-récits viennent en contrepoint de récits dominants. Effectivement, comme tu l'as dit très justement, je consomme donc je suis, la technologie va nous sauver, ou la sobriété heureuse, en fait, qui est un contre-récit de l'hyperconsumérisme. Alors que nous disposons d'un capital de réel, fertile, qui nous suffit d'activer. Il ne faut pas confondre aussi, me semble-t-il, storytelling et récit. Les récits sont incarnés par le réel, la beauté, mais aussi la fragilité des mondes dans lesquels nous vivons. L'amour comme lien fertile de toutes choses. D'ailleurs, Jean-Pierre Gou en parle très très bien dans les récits qu'il développe de son côté. Le storytelling, c'est par exemple Tesla. D'ailleurs, il y a un bouquin qui sort en ce moment sur qui était vraiment Tesla, qui vend des voitures électriques. C'était un Musk, qui est exactement le contraire de ce que Tesla était. C'est la même chose pour Apple. J'étais en charge, moi, du marketing d'Apple pour l'Europe, donc je sais très bien de quoi il parlait dans une ancienne vie, qui nous vend le fruit défendu et l'anti-1984 d'Orwell. C'est exactement le contraire qui est proposé, puisqu'on est enfermé dans un système, même si sur la NYPD, ils font un peu mieux maintenant sur la sécurité. Voilà, nous avons besoin de récits à forte charge symbolique, ça c'est sûr, on a besoin de symboles, tout en respectant la réalité du monde dans lequel nous vivons dans ces récits. Sinon, on est dans le storytelling, les contre-récits, fantasmes des futurs possibles qui nous font peur en lien avec les récits dominants actuels. La question est dans quel futur nous voulons vivre et quel est le récit qu'il faut développer pour construire des imaginaires fertiles en regard de ceux qui seront là quand nous ne le serons plus. Et en fait, je pense que tout est là. Il suffit simplement de le regarder et de vouloir arroser ces choses-là plutôt que d'autres. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. J'aime bien ce que vous dites aussi sur ce mythe de la grande séparation, effectivement, qui nous guide. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous parle aussi, Camille, parce que justement, vous essayez de rappeler au quotidien, vous l'avez fait dans vos différentes missions, à quel point on a souvent tendance à opposer écologie et économie. Et en fait, finalement, vous, de votre propre expérience, vous voyez bien que tout est relié, que même l'écologie est au centre de l'économie et qu'elle peut justement le porter aussi. Oui, complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est là pour parler de nouveaux imaginaires et je pense que c'est très important parce que ça nous permet de nous projeter pour savoir quel est le futur désirable pour l'humanité. Mais aujourd'hui, moi, je le vis de façon très, très pragmatique et concrète. Je travaillais dans des grands groupes, dans des startups. Maintenant, je travaille dans un fonds impact. Donc, c'est un fonds qui n'investit, Alter Equity n'investit que dans des entreprises qui ont un impact positif. Donc, ça rejoint aussi ce que tu disais sur la sobriété, parce qu'on investit dans des entreprises qui font de la réparation, par exemple. Donc, comment on rend la réparation plus démocratique, plus sûre aussi, pour que les gens soient rassurés par rapport à ça. Donc, montrer qu'il y a d'autres réalités possibles, que ce fameux technosolutionnisme, en fait, n'est pas forcément et plutôt délétère qu'autre chose. Et moi, ce que j'ai pu observer dans les différentes structures dans lesquelles j'ai travaillé, quelle que soit la taille, c'est que une gouvernance avec l'écologie, le social au centre de la gouvernance et la stratégie, c'est une entreprise qui dure. En fait, le concept de développement durable, c'est pas un abus de langage, c'est dans le titre. Oui, puis l'entreprise veut durer. Enfin, c'est aussi, on a tendance à dire que l'entreprise représente le court terme et l'écologie le long terme, alors qu'en fait...
l'entreprise, elle veut survivre. Le but de l'entreprise, c'est d'être pérenne. Et je pense que justement, ce qui est très très intéressant avec le sujet de l'écologie, qu'elle soit environnementale ou sociale, c'est qu'elle permet d'avoir cette vision long terme dans une logique de business qui est très court-termiste. Et pouvoir arriver à ancrer ces deux visions dans une gouvernance, c'est la clé du succès en fait. Et c'est être très très pragmatique. Et on a un peu tendance à caricaturer les entreprises qui vont mettre en place des politiques durables, etc., en disant que c'est que de l'esbrouf, etc. Parfois ça l'est, c'est vrai, le greenwashing c'est quelque chose qui existe. Mais globalement, les boîtes qui le font bien, eh ben, on se rend compte qu'elles s'en sortent mieux que les autres. Et nous, on entend avoir des corrélations. Alors c'est toujours difficile de tirer des grandes conclusions sur les causes-conséquences, mais des corrélations entre des gouvernances robustes qui intègrent ces enjeux-là sociaux, environnementaux, et une réussite économique. Oui, c'est vrai que tout ça, il faut le rappeler, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à faire des raccourcis et à se dire que c'est deux choses... Que c'est l'un ou l'autre, en fait. Que c'est l'un ou l'autre, exactement. Peut-être, pour parler... Oui, pardon. Peut-être une petite question, du coup. Est-ce qu'une entreprise a besoin de se développer pour durer ? Développement durable, est-ce qu'elle a besoin de se développer, de croître ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est un débat philosophique en soi. Moi, je pense pas forcément... je pense qu'il peut y avoir de l'efficacité aussi. Moi, ce que j'ai souvent visé, j'ai travaillé dans une start-up, donc le but de la start-up, c'est l'hypercroissance, c'est comment on stabilise, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est chercher l'efficacité. C'est comment faire autant et plus avec moi. Et pour moi, elle est là la clé aussi. C'est comment proposer des nouvelles choses sans détruire plus, sans se développer sans contrôle. Et justement, peut-être parlons de ces nouveaux imaginaires. Concrètement, on voit maintenant leur utilité. Concrètement, comment on les construit ? C'est quoi la recette pour un bon nouveau récit ? Justement, peut-être Magali, chez Imagine 2050, vous faites de la prospective, vous faites ce que vous appelez du forecasting, backcasting. Comment ça fonctionne concrètement ? Est-ce qu'il y a justement des petits rouages à expliquer sans forcément expliquer tout le détail de chaque projet qui, j'imagine, est un peu sur mesure à chaque fois, mais est-ce qu'il y a un peu des bonnes pratiques ? Comment ça marche ? Alors, la question est très vaste. Alors, bon, déjà, sur le forecasting et backcasting, c'est juste des termes de prospective. C'est-à-dire que en prospective, soit on peut partir du présent et se projeter dans le futur, donc ça, c'est le forecasting, soit on va se positionner dans le futur, par exemple en 2040, et ensuite regarder tout ce qui s'est passé les 15 dernières années, entre 2025 et 2040. Donc ça, c'est le backcasting. Et effectivement, nous, ce qu'on aime beaucoup faire et qu'on voit qu'a un pouvoir phénoménal, c'est d'inviter les gens dans le futur et de se souvenir du passé. Donc en fait, c'est se souvenir du futur quelque part. Oui, voilà. Donc c'est un atelier souvenir du futur où on peut inviter les gens en 2040 dans un scénario à la fois souhaitable et réaliste. Ça, c'est très important, le côté réaliste. Ils sont eux-mêmes, mais avec 15 ans de plus. Ils incarnent leur propre rôle et ils se souviennent de quel a été leur rôle à eux pour atteindre ce scénario. Donc ils parlent au présent. En 2040, on est au présent. Et en fait, ça, c'est très ludique. Et ça ouvre vraiment quelque chose d'assez jubilatoire et ça ouvre des perspectives, ce qui fait que quand les personnes reviennent au présent, elles ont une énorme envie d'agir. Et comme elles ont fait ça collectivement avec leur entreprise, des partenaires, etc., en fait, ça permet vraiment d'accélérer la feuille de route de manière très joyeuse et désirable. Et en fait, ça, c'est quand même le meilleur carburant. Après, sur les recettes... Ou peut-être si vous avez des exemples même de campagnes que vous avez pu faire avec On est prêt ou de projets avec Imagine 2050 ouais. qui sont des bons... Ouais, alors là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Non, ce qui me vient, là, j'ai des campagnes avec On est prêt ou Imagine 2050, effectivement. On s'appuie beaucoup sur la psychologie cognitive, la sociologie et sur certaines études, effectivement, qui montrent, par exemple, qu'en fonction des populations, on ne va pas s'adresser de la même manière. Un exemple, entre des personnes déjà très conscientes de ces sujets-là et des personnes tout juste curieuses de ces sujets-là, on ne va pas pouvoir s'adresser avec la même typologie d'émotions. Les personnes déjà très conscientes, on va pouvoir leur parler sur le mode de l'indignation, de la colère, mais ça ne va pas du tout marcher avec des personnes qui découvrent tout juste ces sujets et qu'il va falloir plutôt surprendre. Et par exemple, la première campagne On est prêt, qui était une campagne en 2018 qui proposait de se mobiliser pendant 1 mois pour le climat avec 130 influenceurs, et bien là, on a adopté plus la surprise, le jeu, tout en nous appuyant sur des données très scientifiques et qui elles-mêmes sont graves, sont très sérieuses, sont très anxiogènes. Et bien, il y avait tout de suite une dynamique en fait d'action collective qui est très importante, l'action collective, pour se donner du courage les uns les autres et se donner de l'espoir.
Donc ça, c'est un exemple quand on est passé par ces 130 influenceurs réseaux sociaux, dont certains, beaucoup, c'était la première fois qu'ils prenaient la parole sur le sujet. Et donc ça crée un effet de surprise quand l'émetteur change. Autre exemple, avec Imagine 2050, on a accompagné les scénaristes de Plus belle la vie pendant quelques années, et notamment sur une thématique de blackout. Et en fait, quand les scénaristes imaginaient un blackout dans le village, il n'y avait que des scénarios catastrophes et de guerre civile qui leur arrivaient. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a documenté des histoires vraies de blackout, notamment aux États-Unis, et on a cherché les belles histoires. Donc, ce qui était arrivé de beau, d'inspirant. Et en fait, on est tombé sur des histoires vraiment poignantes, humanistes et d'entraide. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu nourrir dans ce scénario. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'on sait que dans les temps à venir, les catastrophes vont s'accélérer, que ce soit les catastrophes écologiques, que ce soit les catastrophes démocratiques, géopolitiques. Et donc, on va avoir besoin de s'entraider les uns les autres. Et comme nous sommes des êtres de mimétisme, eh bien, on a besoin déjà de le voir, en fait, dans des œuvres de séries ou autres. De savoir que c'est possible, ou en tout cas, effectivement, d'avoir un référentiel, quoi. Exactement. Trop intéressant, et c'est vrai que j'aime bien ce que vous dites sur les émotions, la surprise, l'indignation qui peut différer en fonction des différents publics, et ça me fait beaucoup penser à ce que vous faites aussi chez Mangrove Music, où vous appuyez peut-être même encore plus sur la question des émotions, comment on suscite ces émotions, parce que vous créez, vous, des nouveaux récits sonores. Comment ça fonctionne un nouveau récit sonore? Est-ce que ce qu'a dit Magali fait écho à certaines choses que vous avez chez vous, ou en tout cas comment vous vous en déployez, et pourquoi en fait le son peut permettre de porter des messages que peut-être des discours ou des textes ou d'autres formats n'arriveraient pas à pousser? Alors il y a plusieurs niveaux de narration dans la musique. Il y a le son, il y a ce qui est dit dans le texte, il y a les harmonies musicales. Et moi je dis souvent que la musique permet de rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que par le sensible, on va planter le réel dans le cœur des gens. C'est-à-dire que c'est une manière en fait de toucher, de chanter le mental et de toucher les gens et de les faire réagir. Et la musique, c'est aussi, je dirais, un médium qui stimule l'imaginaire via un registre émotionnel, mais il a aussi un impact physiologique et cognitif. Il génère des réponses affectives. Alors, on s'appuie là-dessus sur les neurosciences. Moi, j'ai dirigé un centre de recherche sur l'impact du son, donc on sait exactement quel effet ça peut donner, ça peut procurer. Et en fait, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des artistes. On essaye de mélanger. Moi, je pense que pour réussir à bouger les gens, il faut une espèce de doux mélange, de mix entre de la poésie, de la radicalité et du pragmatisme. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, on travaille avec Paul Watson et un artiste de rap et des scientifiques. Et Paul Watson va prendre la parole dans les titres qu'on va faire. Et ça va être assez étonnant. Et donc là, on va être sur la protection des baleines et on va avoir des niveaux de narration différents, c'est-à-dire les sons des baleines, où il y a des recherches scientifiques qui sont faites avec la bioacoustique et l'intelligence artificielle, qui racontent une histoire, et alors le rappeur qui raconte une autre histoire, Paul Watson qui raconte une autre histoire en même temps avec ses poésies, puisqu'il est publié partout dans le monde, sauf en France, et puis il va y avoir des suites harmoniques. Et évidemment, les fonds vont revenir chez Sea Shepherd France, et si vous voulez, quand on travaille comme ça, on va faire une petite résidence avec les artistes, on va faire intervenir des gens pour les acculturer en fait aux problématiques. Et l'idée derrière, c'est de créer, je vais appeler ça un peu poétiquement, des hameçons. C'est-à-dire créer des hameçons pour, à partir du fil musical, tirer un autre fil qui est un fil éditorial. C'est vrai que nous, on ne se voit pas comme seulement un label musical, on se voit plutôt comme une fabrique éditoriale, où derrière ce fil musical, on va faire de la pédagogie sans donner de leçons, c'est-à-dire qu'on va proposer à travers différents dispositifs, des podcasts, des films, documentaires ou autres, des niveaux de narration différents, en anglant en fait sur le même sujet de manière différente, plutôt scientifique, plutôt artistique ou plutôt écologique ou activiste. Oui, Magali ? Ouais, pardon, moi je voudrais quand même réagir par rapport à la question d'Afin sur quelles sont les bonnes recettes pour un nouveau récit. En fait, un nouveau récit, il s'appuie avant tout sur une analyse de la réalité et sur un diagnostic des problèmes. Et donc, ça part de là, un nouveau récit. En fait, un nouveau récit, c'est pas quelque chose d'évanescent. Et donc, l'enjeu, aujourd'hui, dans ce monde très complexe qui est en train de se transformer à toute vitesse, en fait, c'est aussi surtout d'avoir les bonnes analyses. Et parce que c'était votre question, pour que ça prenne chez quelqu'un, il faut comprendre en fait quelle est la réalité de cette personne. Et donc, s'ancrer dans le réel. Et donc, aujourd'hui,
l'écologie, par exemple, a besoin d'être une écologie du réel, ancrée dans le quotidien des gens et de comprendre ce que vivent ces personnes-là réellement. Est-ce qu'ils ont des problèmes de santé? Est-ce qu'ils ont des problèmes économiques? Qu'est-ce qu'ils vivent véritablement? Et donc, c'est seulement à partir de là, en partant de cette réalité, qu'il va falloir réfléchir aux bonnes solutions, aux réelles solutions, qui ne vont pas être des solutions de maladaptation, qui ne vont pas entraîner d'autres problèmes derrière, mais qui seront vraiment pensées de manière systémique. Et à partir de là, on va pouvoir communiquer. Mais la communication ne vient qu'en bout de course. Et ça, c'est quand même très important de le rappeler. Alors, je réagis à ce que vient de dire Magali. C'est très juste. Un récit est incarné par le réel. Sinon, c'est du storytelling qui est incarné par des systèmes fantasmés. J'en ai parlé tout à l'heure. Et nous, quand on travaille sur des récits, évidemment, on incarne un réel qui est celui du travail des associations sur le terrain. Quand, par exemple, une association sur le terrain va travailler à la protection des océans, à la protection des baleines, c'est vrai que ça ne va pas obligatoirement concerner tout le monde, mais ça va concerner les baleines elles-mêmes. Et c'est ce que dit Paul Watson, « If ocean dies, we die ». C'est-à-dire que s'il n'y a plus de baleines qui sont des maraîchères de l'océan, qui avec leurs excréments, je le dis publiquement, nourrissent par le phosphate du phytoplancton et qui nous permettent de respirer notre oxygène. Donc je pense qu'au-delà de l'analyse, comme on le fait en marketing, des besoins du public, il y a aussi en fait ce que j'appelle des méta-récits qui sont très importants parce qu'on vit sur une planète et on est relié à cette planète, qui sont que nous sommes tous vivants en même temps. C'est-à-dire, c'est ce que dit Youssoupha dans un des titres qu'on a fait, c'est si l'amour ne fait pas l'unanimité, il ne faut pas confondre la fin du monde et la fin de l'humanité. C'est-à-dire, c'est une manière en fait de dire les choses qui effectivement est un petit peu spirituelle laïquement, pas dans le sens religieux du terme, mais qui permet de réunir les gens à travers en fait des visions du présent et du futur qui nous construisent ensemble et qui ne sont pas des analyses de réaction à quelque chose. Effectivement, le monde, on est dans le réel, mais les écosystèmes, eux, ils sont aussi dans le réel. Donc je pense qu'il faut vraiment incarner par le réel ces récits, mais en prenant en compte qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qu'on doit prendre en compte et qu'on doit respecter, puisqu'on fait partie de ce vivant-là, pour pouvoir continuer à exister sur cette planète. Oui, c'est intéressant cette question vous dites la communication arrive à la fin, mais c'est vrai que j'imagine que dans le monde de l'entreprise aussi, c'est des questions qui se posent entre les départements développement durable, les départements communication. Comment, déjà peut-être Camille, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, votre travail chez Alter Equity, comment vous accompagnez les entreprises à la fois sur la partie vraiment stratégique sur ces questions-là et en même temps aussi sur comment on les valorise et comment justement qu'est-ce que vous pensez en fait de quelle doit être l'articulation, la bonne articulation entre ces deux départements, quoi. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une vision très, très pragmatique, presque cynique de ces sujets-là, puisque je les ai confrontés au réel du business et de la vie en entreprise depuis longtemps. La raison pour laquelle moi, je suis commencé à travailler en fonds d'investissement aussi, c'était... moi, je me suis beaucoup battue pour faire remonter l'impact dans les gouvernances des entreprises dans lesquelles je travaillais. Justement, avec, c'est même pas une croyance, c'est une observation que ça marche mieux. Et en fait, c'est pas toujours facile parce qu'encore une fois, il y a cette espèce de conflit du long terme versus court terme qui est permanent. Et quand une entreprise va pas bien, on a un peu tendance à mettre sur pause ces projets long terme qui en fait sont ceux qui vont permettre à ce que l'entreprise aille bien, in fine. Et donc l'idée de passer côté fonds d'investissement, c'était justement d'essayer de faire pression par le dessus, puisque c'est les financeurs. Et ce qui est intéressant chez Alter Equity, donc Alter Equity, c'est un fonds qui existe depuis une quinzaine d'années. C'est le premier fonds qui a vraiment théorisé la finance durable en France. Et donc eux, ils s'attellent. Ce qui est particulier dans ce fonds par rapport à d'autres fonds à impact, c'est qu'ils mettent l'accent sur les pratiques de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on va mettre des objectifs d'impact, etc. Et si une entreprise a un business model qui est positif, l'impact, il va grandir avec l'entreprise. Mais l'idée, c'est vraiment comment on accompagne les gouvernances et les pratiques dans ces entreprises pour justement consolider une approche très holistique finalement. Je vais utiliser des grands mots, mais il faut. C'est vraiment ça qui est observable aujourd'hui. Et j'ai pas encore la réponse et la solution. C'est juste qu'aujourd'hui, ce qu'on observe et ce qui est très intéressant, c'est que déjà dans les boîtes, ces départements développement durable, RSE, sustainability, il y a plein de mots qui existent, sont ceux qui connaissent souvent le mieux l'entreprise. C'est ceux qui travaillent avec tout le monde parce qu'ils comprennent bien comment marche l'entreprise, quels sont ses impacts, quelles sont ses dépendances pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en place justement des modèles qui vont permettre à l'entreprise de durer, qui vont permettre
aussi tout simplement, et encore une fois d'une façon très cynique et pragmatique, mais de réduire ses coûts et ses risques. Si je prends un exemple très concret, quand je travaillais chez Suez il y a des années, j'ai travaillé beaucoup avec les industriels agroalimentaires. Et en fait, eux, vous leur dites, en fait, tu vas améliorer ta gestion de l'eau sur ton entreprise. Donc en fait, ça permet d'économiser des milliers de litres d'eau à la journée. Et eux, ça permet de faire baisser leurs factures. Et donc en fait, c'est ça aussi, quand tu parlais de récit, vous parlez de récit tous les deux. Et c'est bon, encore une fois, c'est un récit très business et très cynique, mais allez savoir à qui vous parlez. Et en fait, vraiment pouvoir identifier ce que vont être les attentes de ces gens-là, qui vont pas être des attentes altruistes et vont pas être des attentes justement qui vont être bienveillantes vis-à-vis de l'humanité forcément, etc. Parce qu'ils sont dans des logiques industrielles et business qui sont aussi très oppressantes et très stressantes, et leur dire que ça apporte des solutions en fait. L'écologie est une solution à plein de problématiques si elle est bien menée et si elle est vraiment appliquée largement dans l'entreprise. Et pas une contrainte. Mais justement, je trouve ça intéressant de se demander, en fait, est-ce que du coup, en entreprise, l'écologie, en tout cas le sujet de l'écologie, est condamné à être porté avec les termes du business, ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres voies pour convaincre les décideurs économiques? Parce que finalement, alors c'est peut-être une question que je pose à vous trois, parce que je sais que sur le site de Imagine 2050, je crois, il est dit que les leaders économiques et politiques suivront finalement les décideurs et les artistes qu'on aura emmenés par ailleurs. Justement, Olivier, vous parlez aussi de créer des ambassadeurs du vivant qui vont créer très vite en fait de la désirabilité et qui en fait vont emmener avec eux le reste de la société et des acteurs économiques entre autres. En fait, peut-être, je sais pas, l'un de vous trois, est-ce que vous savez s'il y a une voie ou l'autre, ou j'imagine que c'est un peu tout à la fois. Est-ce que je pense que vous avez plus à dire là-dessus que moi, mais moi c'est vrai que, encore une fois, j'ai un peu les discours auxquels je crois, moi, personnellement, assez idéalistes, justement, mais qui sont aussi ancrés sur des observations. J'ai un peu abandonné le fait d'avoir un peu des récits comme ça, voilà, très idéalistes, et vraiment, j'essaie de me connecter au maximum sur ce qu'est la préoccupation court-termiste pour leur montrer, en fait, que c'est ça qui va les amener plus loin. Et j'aimerais bien qu'en fait, en tant qu'espèce, on puisse être convaincu juste parce que c'est ce que tu disais. En fait, c'est très intéressant de se projeter à 2040 et de voir ce que va être vraiment notre réalité. Et je pense que quelqu'un d'à peu près normalement constitué qui réfléchit va forcément adhérer à ces choses-là. Mais en tant que groupe, et en tant que groupe un peu homo economicus, moi, ce que j'ai un peu expérimenté, c'est qu'il faut être très pragmatique dans cette approche-là. Et c'est un peu des petits pas, et parfois on a l'impression de vider la mer à la petite cuillère. Mais on arrive progressivement à faire un peu des progrès, donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on reste optimiste. Ouais. Alors, c'est vrai que, bon, moi j'ai été, comme vous, dans le monde de l'entreprise. Je dirais, j'ai des entreprises que j'ai revendues. J'ai été aussi dans un fonds, en fait. Bon. Donc, je suis un petit peu plus âgé aussi. Un petit peu, j'ai 60 ans. Donc ce que je pense, et j'en suis arrivé à ça, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui est une société d'opinion. C'est-à-dire en fait avec l'avènement des nouvelles technologies, en fait le pathos l'a emporté sur l'éthos. Et on le voit bien en termes de communication pour le coup. Communiquer, ça voulait dire se mettre en relation. Aujourd'hui, c'est influencer. Et on fait très très peu de différence entre tous ces concepts de communication, de propagande, d'influence, etc., etc. Et donc, ce que je vois qui marche, en fait, en tout cas, parce que je suis rentré aussi au bord d'une association qui s'appelle Music Declares Emergency, donc on travaille dans le monde entier. On a lancé un dispositif qui s'appelle Nos musiques en Odette Planète, qui touche le grand public. Et en fait, on s'est dit, la voix des fans, la voix des artistes, c'est l'écho des fans. Ça a touché 550 millions de personnes. Il y a Billie Eilish dedans, enfin, il y a plein de gens dedans. Donc moi, je suis assez pour me dire que, en fait, au bout du compte, le grand public, c'est-à-dire, parce qu'une entreprise, c'est quoi? C'est une communauté humaine. Même si elle a des problématiques à court terme que moi, je n'ai peut-être plus, mais c'est une communauté humaine. Et donc, l'idéal de vie rejoint quelque part, je dirais, les contraintes du quotidien. Parce que si on n'a pas cet idéal de vie, on perd la vision profonde de ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir. Et en fait, on vit au quotidien dans un réel qui apporte quoi ? À part le fait de gagner sa vie pour pouvoir survivre. Donc je force le trait, je suis un petit peu cynique exprès. Donc nous, ce qu'on fait, et ce que j'essaye en tout cas moi de faire, j'ai noté les quelques idées que j'ai développées là-dessus. La première, en fait, je fais partie de la commission de la transition écologique. Donc que j'aimerais appeler de la transformation écologique, parce que dans transition, il y a une notion de durée et on n'a pas beaucoup le temps, malheureusement.
du CNM. Et donc, on a travaillé sur 2 axes. Le premier, parce que la culture est une industrie subventionnée, maintenant, il y a des phénomènes d'évaluation, en fait, de compliance. Donc ils sont très très forts. On ne donne pas de l'argent à n'importe qui, n'importe comment, s'il n'y a pas des critères qui sont atteints. Et ça, c'est à tous les niveaux, je dirais, dans la musique, mais aussi au niveau du ministère de la Culture. Et on travaille aussi sur les artistes comme ambassadeurs du vivant, c'est-à-dire comme passeurs de monde, parce que dans cette industrie, on a la chance d'avoir des gens en fait, qui sont capables de transmettre des messages. C'est ce que je dis, la voix des artistes, l'écho des fans. Ensuite, c'est vrai que... comment dire, les artistes sont un peu dans cette oralité du XXIe siècle, parce qu'on commence à parler à nos machines, d'accord ? Des griots du XXIe siècle. Ils permettent de passer ces messages, mais de planter, de toucher le cœur des gens. Donc, en fait, dans un monde qui est très cartésien, qui est très dans le réel, comme vous dites, etc., le sensible est un moyen, en fait, de chanter cet aspect-là et de faire ressortir des choses. Donc ça, c'est un autre point. On agit aussi à travers les comportements, puisque en fait, la musique a cette capacité à éveiller les consciences en créant de la mobilisation citoyenne. Quand des artistes, là je travaille actuellement avec Fra, donc de Chaka Ponk, enfin Chaka Ponk s'est arrêté, on est en train de mettre en place quelque chose qui va sortir à la rentrée, qui va être assez fort puisque ça va fédérer beaucoup d'artistes qui étaient chez Frix, et en fait ça va permettre en fait de créer en fait des codes, une manière de faire, une manière d'être, parce que comme tu le dis très justement, les artistes d'ailleurs sont des influenceurs, et il y a une partie qui sont d'eux sur scène, pour passer, voilà, pour créer du feeling, des good vibes, et de l'autre côté, en fait, ils peuvent cibler ce qui ne va pas, ils peuvent le dire, et je pense qu'il faut le dire, et ils peuvent aussi influencer, c'est-à-dire dire des choses et proposer des choses pour que les fans réagissent. Et puis, je terminerai juste sur un dernier point. Il y a Patrick Vivray qui parle de l'écologie et de l'économie dans ces termes-là. Il dit Ecos Logos, c'est... En gros, il dit l'écologie, c'est la science de la maison et l'économie, c'est administrer la maison. La question, c'est comment on administre une maison en la détruisant. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Donc, comment on fait pour remettre, en fait, l'être humain au centre, plutôt que les machines, ou plutôt une certaine vision de l'économie, et comment on fait, en fait, pour se projeter dans un réel qui permette à nos enfants de vivre dans le monde dans lequel on a été. Et c'est pour ça qu'il faut être un petit peu idéaliste, à mon avis. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et d'ailleurs, en t'écoutant, je voudrais nuancer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Justement, dans les récits et la communication d'entreprise, ce que ça permet, une entreprise qui est honnête et en accord et qui essaie vraiment de construire un récit écologique, etc., arrive à attirer les meilleurs talents. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens absolument brillants et vraiment qui m'ont énormément appris, parce que j'ai travaillé dans des entreprises qui essayaient de faire ça et donc qui m'ont attiré des gens géniaux et qui m'ont énormément appris parce qu'ils croyaient justement dans ce récit-là et dans ces nouveaux imaginaires que proposait cette entreprise sur les sujets environnementaux, sans être parfait, parce que ça tient aussi avec le fait d'accepter qu'on n'est pas parfait, mais ça attire aussi les meilleurs. Ce que vous avez fait chez Back Market, où finalement seulement 25%, je crois, des clients venaient pour des raisons liées aux engagements de la marque. Et pour autant, la Back Market n'a jamais rétropédalé sur ces messages-là, même si la plupart des gens viennent pour le prix. Finalement, la marque aurait très bien pu basculer et passer sur une communication du moins cher. Elle a continué à garder cette image-là parce que ça attire des talents, j'imagine, mais aussi parce que ça plante des graines. En tout cas, ça continue de porter ce message-là, même auprès des gens qui ne sont pas venus. Bien sûr. C'était le postulat de base de Back Market quand les fondateurs l'ont créé. Ils se sont dit, en fait, on va aller se battre sur les terrains des grands méchants, des big tech, qui dépensent beaucoup dans leur marketing. Donc évidemment, ils n'arriveront jamais à des budgets de big tech, mais il y avait ce truc-là d'être dans les métros, à la télé, etc., en vendant justement un nouveau récit sur... Ça veut dire quoi acheter circulaire, rendre justement la seconde main sexy. Et en fait, ça a marché. Et aujourd'hui, même si en effet, il n'y a que, entre guillemets, 20%, mais ce qui est pas non plus médiocre, mais 20% des gens qui viennent pour les questions d'impact. C'est déjà pas mal. Ils considèrent, il y a plein d'informations quand vous allez acheter un téléphone reconditionné qui permettent d'éveiller un peu à ce que c'est quoi l'impact de la tech et comment on peut l'améliorer. Oui, puis il y a aussi ce côté surprise dans les communications du flambant vieux ou de ce genre de choses qui permet de... Oui, Magali Alors, à mon tour de répondre à la question, qu'est-ce qui peut faire bouger le monde économique ? Bon, déjà, en fait, tous les blocs sont liés, c'est-à-dire que le bloc citoyen, le bloc culturel médiatique, le bloc économique, industriel, le bloc politique, tout est lié. Et quand il y en a un qui bouge, les autres bougent aussi, et il fait bouger les autres acteurs à l'intérieur du bloc.
Ensuite, qu'est-ce qui peut faire bouger une boîte ? Une boîte, elle peut bouger soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Donc de l'intérieur, ça va être quoi ? Ça va être ses salariés, par exemple. Donc les salariés, j'ai plusieurs exemples. Il y a les collectifs. Les collectifs, ce sont des collectifs de salariés dans plein de boîtes qui s'organisent entre eux au sein des entreprises et entre entreprises et qui regardent justement, qui réfléchissent à comment on fait bouger les lignes en interne, comment on forme en interne. Donc les collectifs de salariés, il n'y a rien de mieux parce que eux connaissent bien la maison et ils savent quels acteurs faire bouger en interne, quels sont les jeux de politique. Donc il y a ça. Il y a le fait de se former, évidemment, de former en fait l'ensemble des salariés, en plus des personnes vraiment stratégiques que sont souvent la formation, la RSE, le COPIL et certains secteurs clés. Donc la formation en interne de sorte à impulser une nouvelle culture d'entreprise. Ensuite, comment on continue à attirer des nouveaux talents ? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Et il y a le manifeste pour un réveil écologique qui avait été lancé par des étudiants de grandes écoles qui décidaient de faire passer des entretiens inversés. Oui, c'est les entreprises qui devaient convaincre pour être adoptées par les... Voilà, et donc en fait, ça, c'est quelque chose qui a mis la pression sur énormément de grosses boîtes, ainsi qu'aux écoles, avec tous les étudiants qui bifurquent. C'est-à-dire qu'ils bifurquent alors même qu'ils sont encore en école pour certains, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas jusqu'au bout de leur diplôme parce qu'ils ne croient plus en ce système et qu'ils veulent créer des alternatives. Donc comment on continue à attirer des talents ? Ensuite, comment on continue à attirer des consommateurs ? Donc en fait, il y a énormément de consommateurs aujourd'hui qui se détournent de certaines marques, de certaines manières de consommer parce que ça ne leur convient plus. Et donc, quand on est un simple citoyen, en fait, on n'est jamais un simple citoyen. C'est-à-dire qu'en plus d'être citoyen, on est l'enfant de quelqu'un, on est l'élève de quelqu'un, l'électeur de quelqu'un, etc. Donc en fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on imagine. Et il y a énormément de manières de faire pression de manière plus ou moins douce ou forte sur ce monde économique. Et pour vous donner quelques exemples, en ce moment, on sait qu'il y a énormément de recul sur les sujets CSRD. On sait qu'il y a des enjeux de réglementation qui sont très importants au niveau français et au niveau européen. Dans ce cas-là, ça va être d'intégrer des mouvements comme le mouvement Impact France ou bien de participer auprès d'associations à du plaidoyer. Je vous donne 2 exemples de plaidoyer tout récents avec On est prêt. Il y a des lois récemment qui ont voulu réintroduire des pesticides chimiques très nocifs pour le vivant, avec le recul, la loi du plomb notamment, oui. Et donc la volonté de réintroduire des néonicotinoïdes qui sont dévastateurs pour les insectes et notamment les pollinisateurs. Et on a sorti une vidéo en 24 heures avec On est prêt, tous exposés, où on rappelait qu'en fait c'était notre santé à tous qui était touchée par ces pesticides, à commencer par la santé des agriculteurs, et on a interpellé le ministre de la Culture, de la Santé, désolé, pas de l'agriculture, de la Santé, et la vidéo a fait 500 000 vues, et en quelques heures, le ministre nous a proposé un rendez-vous. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, on était l'autre jour avec plusieurs associations à s'inquiéter, parce que le lundi, donc 2 jours après, il y avait la loi narcotrafic qui menaçait d'élargir la surveillance globale à l'ensemble des citoyens, et notamment aux activistes écolos, dans un contexte de montée de l'extrême droite, où on sait que les contre-pouvoirs citoyens sont menacés plus que jamais. Eh bien, avec quelques assos, on a fait un screening en fait, des députés à cibler en France contre cette loi, et 5 jours après, la loi ne passait pas à l'Assemblée nationale, parce qu'on avait mobilisé nos communautés pour qu'eux mobilisent des députés. Et c'est Franklin Roosevelt, je pense à lui aux États-Unis, qui disait « Pour passer des lois, j'ai besoin que vous soyez dans la rue pour faire pression en fait, sur les entreprises, parce que moi-même, en tant que président, je ne serai pas suffisamment fort si je n'ai pas le peuple à mes côtés. » Donc en fait, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des coalitions, des alliances. Et je peux donner un dernier exemple comme ça. Je pense à l'organisation Stop ICOP, oui, qui était une organisation activiste qui faisait pression contre Total pour que Total ne crée pas cet énorme oléoduc en Ouganda. Et donc, en fait, Stop ICOP a eu pour stratégie de cibler les partenaires de Stop ICOP, et notamment une entreprise que je ne citerai pas, mais ils ont interpellé beaucoup de salariés de cette entreprise qui étaient partenaires. Et il y a eu une mobilisation des salariés en interne qui ont fait une pétition, qui ont interpellé la direction, et ça a réussi. Donc en fait, les victoires sont à portée de main à condition qu'on essaye de les décrocher et qu'on s'organise et qu'on crée des coalitions avec d'autres que nous de manière innovante.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, sur Stop Hiccup, il y avait aussi le bruit qui court qui avait fait une super opération où ils avaient plein de trucs, oui. Justement fait comme un oléoduc fictif qui passe à travers la France et qui la défigure. Ils avaient fait des faux avis d'expulsion, etc. Et justement, là, ils avaient vraiment misé sur l'émotion aussi. Et justement, la force de... Pardon, excuse-moi. Juste la force de ce genre d'opération, c'est que ça rendait très, très facile et accessible l'activisme pour les gens qui en étaient éloignés. C'est-à-dire que je faisais les suivre sur Instagram et ils donnaient des modèles de mails à envoyer à des boîtes. Et c'est génial parce que du coup, des gens qui se sont dit c'est pas pour moi d'aller manifester, etc., ils avaient des moyens très faciles et très accessibles pour justement agir et faire pression. Oui, alors, juste une petite réaction. Moi, ce qui me rend quand même assez optimiste pour l'avenir, c'est 3 choses. Je travaille aussi par ailleurs en conseil, donc en stratégie, parce que c'était mon métier initialement. Et en fait, on voit émerger 3 choses qui sont assez intéressantes dans le monde des entreprises et qui, à mon avis, vont faire évoluer les choses dans le bon sens. La première, c'est l'éco-pragmatisme, évidemment. L'économie régénérative, l'économie symbiotique. Alors, ça a été théorisé par des chercheurs et aujourd'hui, c'est en train d'être, par la force des choses, implémenté dans les outils de production. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la transparence. En fait, effectivement, avec les normes CSRD, mais aussi avec le besoin des entreprises de rendre compte, en fait, exactement de ce qu'elles font, parce que tout est fact-checké derrière. Ça va amener une relation entre la marque et le consommateur, qui va être une relation, en fait, que j'appellerais pas de boycott, mais de boycott, c'est-à-dire exactement l'inverse. C'est-à-dire, en gros, on va être en phase de produits à excellence. Choisir des alternatives, quoi. Voilà, et puis on va choisir celui qui est le plus en phase avec les limites planétaires ou en phase avec ce en quoi on croit. Et puis le troisième qui, à mon avis, joue dans le temps avec les générations, c'est ce que j'appellerais la maturité inversée. Alors la maturité inversée, c'est d'un côté des jeunes générations qui sont de plus en plus conscientes parce que confrontées à des sujets qui les rendent plus mûrs plus vite, et de l'autre côté des anciennes comme la mienne qui vivent plus longtemps, plus jeunes. Et en fait, tout ça amène à cette idée que... d'une certaine manière, on va être obligé de consommer beaucoup mieux. Et je pense que c'est le nerf de la guerre. Et là, je te rejoins complètement là-dessus. Merci beaucoup. Je pense qu'on est presque au bout de notre table ronde. On va devoir finir bientôt. Peut-être pour clore justement ces échanges, une question un peu à vous trois, c'est pourquoi toutes ces questions-là sont importantes aujourd'hui plus que jamais. Voilà, le contexte, je crois que Magali Payen, vous parlez de lutte cognitive. Pourquoi c'est hyper important et peut-être quelles sont les émotions sur lesquelles il faut capitaliser. Là, on finit sur une note assez optimiste. Est-ce qu'il faut qu'on se mette tous en joie dans un projet d'avenir? Est-ce qu'en même temps, il faut qu'on utilise cette peur du moment? Comment vous, peut-être Magali, je ne sais pas, c'est pour le mot de la fin sur ce sujet? Mais en fait, on est des êtres complexes, on est des êtres d'émotions et donc c'est pas ou la joie ou la peur. En fait, la peur, elle est nécessaire pour prendre conscience des menaces et les affronter. Donc la peur, elle peut être notre meilleure amie à condition qu'on ne se laisse pas déborder et que ça ne se transforme pas en panique. Donc il y a un enjeu en fait d'accueillir ces peurs et de les réguler pour être en capacité de continuer à réfléchir de manière lucide. Et la joie, en fait, c'est le meilleur des baromètres pour savoir si on est au bon endroit dans l'action. En fait, la joie, c'est ce qui nous permet de savoir là où on va être bon, en fait, aussi bien dans l'action que dans la projection future vers laquelle on va. Et donc, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, en fait, dans ce contexte? Je pense que c'est vraiment se former de manière la plus systémique possible, de se poser des questionnements éthiques, notamment sur l'IA. Moi, je suis aberrée de voir ce qui est en train de se passer en termes de course à l'intelligence artificielle, de prendre conscience, en fait, de ce qui est en train de se passer en termes de recul de la démocratie partout dans le monde et toutes les attaques qu'on subit en France en termes d'ingérences étrangères de la part de la Russie, de la Chine, on en parle trop peu, des États-Unis avec le réseau Atlas, de ce qui est en train de se passer en interne en termes de déstabilisation. Donc, je pense qu'il ne faut rien lâcher sur cette conscientisation, sur ces sujets synergiques, le fait de continuer à se former et ne rien lâcher sur la démocratie. Et ce sera un super mot de la fin, je pense. Je pense qu'on arrive au bout mais merci à tous les trois. Merci pour l'invitation. D'avoir participé à ces échanges et merci à BPI et à Big pour le plateau. Bonne journée.